Bien bonjour. Dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'est une base de données et surtout comment la structurer. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que on utilise tout ça dans notre application? Comment est-ce qu'on fait le lien entre la base de données qu'on a construite et ce que voit l'utilisateur à l'écran? Avant tout, il faut comprendre que dans Bubble, il y a deux manières d'afficher une information à l'utilisateur. Il y a les données statiques et les données dynamiques. Une donnée statique, c'est quelque chose que tu vas inscrire toi-même en tant que créateur d'application, en tant que développeur. Par exemple, si je mets un titre ici et que je mets « Bienvenue sur mon application », c'est une donnée qui est statique, car elle ne va pas bouger en fonction du contexte, en fonction de l'utilisateur, ni en fonction de quand est-ce que l'utilisateur va sur mon application. Alors qu'une donnée dynamique, c'est une donnée qui va changer en fonction de l'utilisateur, en fonction de où il se connecte, en fonction de la date à laquelle il se connecte, etc. Par exemple, pour ajouter une donnée dynamique, ici, il y a le add, et je peux prendre par exemple le prénom d'utilisateur, current user, prénom. Et donc là, en fonction de l'utilisateur qui se connecte, je vais avoir un prénom différent. Si l'utilisateur s'appelle Marie, je vais avoir Marie. Si l'utilisateur s'appelle Paul, je vais avoir Paul. Et pour savoir quelle donnée dynamique tu dois mettre sur ton application, à quel endroit exactement, à chaque fois que tu vas vouloir afficher quelque chose, il faut que tu te demandes de quoi est-ce que tu parles et dans quel contexte. Par exemple, si je veux le prénom de l'utilisateur, ce sera forcément current user prénom. Si je veux la liste de tous les cours, vu que c'est quelque chose qui est enregistré en data, je vais faire un do a search pour avoir la liste de tous mes cours. On va voir toutes les données possibles, tous les types de données possibles ensemble. Pour le current user, c'est-à-dire l'utilisateur actuel, c'est l'utilisateur qui est connecté sur ton application. Si la personne n'est pas connectée, il n'y aura aucune information. Donc par exemple Théo, qui est quelqu'un de notre application, si on prend le current user et que c'est Théo qui se connecte, on va avoir les informations de Théo. Donc son prénom sera Théo et on ne va pas avoir les informations de contact@lipa.fr. Donc par exemple, si on veut dire bonjour Paul, bonjour Marie, ou n'importe quel autre prénom en fonction de l'utilisateur qui se connecte, eh bien on va pouvoir écrire nous-mêmes bonjour, parce que ça c'est une donnée qui ne change pas, qui est statique, et par la suite mettre current user prénom. Si maintenant je veux afficher sa photo, je prends une image parce que c'est une donnée image, la photo de la personne. Je vais aller dans l'ajout d'une donnée dynamique. L'image source, ce sera current user photo. Toujours, vu que c'est de l'anglais, partir du plus grand pour réduire à chaque fois. Donc nous en français, c'est plutôt la photo de l'utilisateur actuel. D'ailleurs, dans notre formulaire de contact qu'on a fait il y a quand même pas mal de temps, on avait l'email de la personne pour qu'elle nous contacte. Ici, on peut mettre un initial content en données dynamiques, c'est-à-dire que initial content, c'est ce qui sera déjà noté, pré-rempli pour la personne, et la personne, si elle veut le modifier, pourra, mais elle n'est pas obligée de le remplir elle-même, c'est pré-rempli. Donc ici, on peut ajouter une donnée dynamique et faire current user mail. Comme ça, si la personne est connectée, elle n'aura pas à rentrer son mail ici, il sera déjà pré-rentré. Par contre, si l'utilisateur n'est pas connecté, il verra theo@dupont.fr en placeholder. Une autre façon d'appeler la donnée, c'est les pages dynamiques. Une page dynamique, c'est une page où on va mettre un content type. Donc, par exemple, on va créer la page pour le détail d'un cours. En type of content, on va mettre cours. Juste de faire ça, ça permet de ne pas avoir une page par cours. Donc Bubble permet d'avoir des pages dynamiques, donc c'est une seule page qui affiche un contenu différent selon ce qui lui est envoyé. Par exemple, l'utilisateur est sur la page d'accueil et il clique sur un cours de yoga. Il arrive sur cette page et on va lui afficher les données du cours de yoga. Comment faire ça? Ici, j'ai mis un type of content parce que ce que je veux afficher, c'est les cours, donc j'ai choisi cours. Si je voulais afficher une réservation, ce serait réservation. Si je voulais afficher un utilisateur, ce serait un utilisateur. Je peux ajouter un texte et en données dynamiques, avoir le titre du cours. Donc, je prendrai la current page cours, donc c'est le cours de la page. Et là, je peux lui prendre tout ce qui est associé au cours, donc sa capacité, catégorie, coach, etc. Et donc moi, ce que je veux, c'est le titre. Et donc là, en données, je vais avoir le titre du cours. Donc l'objectif de cette page, c'est de permettre à Bubble de m'afficher un cours en particulier à chaque fois et d'avoir la même structure. Prenons l'exemple d'un site e-commerce. À chaque fois que tu cliques sur un produit, tu arrives sur une page où tu as toutes les informations du produit. Cette page, c'est la même page, peu importe le produit sur lequel tu cliques. C'est juste les informations à l'intérieur qui vont changer.
Eh bien c'est pareil ici, c'est le même principe. Je vais te faire un exemple. Ici je vais faire un bouton qui permet à l'utilisateur d'afficher le détail d'un cours. Donc en interaction, je vais lui faire un go to page pour aller sur la page du détail du cours. Donc cours et data to send, ici je suis obligée d'envoyer de la donnée parce que c'est une page dynamique. Donc si je lui envoie pas de données, il n'aura rien à afficher dans la page. Par exemple, je vais faire un do a search sur mes cours et je vais prendre le dernier item, last item. Et donc là je vais cliquer sur le bouton détail cours et Bubble me renvoie à la page du cours de yoga. On a le titre qui est cours de yoga. Ensuite, une autre façon d'afficher de la donnée dynamique, ce sont les repeating groups. Je ferai une vidéo dédiée juste à ça prochainement parce que c'est super important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc un repeating group, grosso modo, on va lui mettre un contenu, donc comme pour la page dynamique. Donc nous, on veut afficher la liste de tous les cours. En type de contenu, on met cours. En data source, pour afficher tous les cours, on va lui mettre un do a search sur les cours. Un repeating group, ça fonctionne par cellule. Imaginons un tableau Excel et le tableau Excel, quand on va dessus, il nous affiche tous les cours qui sont présents. C'est un peu le même principe pour le repeating group où il va nous afficher tous les cours. Donc dans mon repeating group, par exemple, je vais afficher tous les titres des cours. Donc ici, je vais lui ajouter de la donnée dynamique pour le texte à l'intérieur du repeating group et je vais lui prendre la current sales cours. Current sales, c'est la cellule dans laquelle on est pour avoir les données de la cellule. Donc current sales cours et je vais prendre son titre. Et donc là, en fait, le repeating group va m'afficher la liste de tous les cours qui existent et il va m'afficher le titre de tous les cours. Donc chaque cellule est égale à un cours. Donc si j'ai 2 cours, il va m'afficher 2 cellules. Si j'en ai 4, il va m'afficher 4 cellules. Je vais aller créer un autre cours pour qu'on voit bien parce que là, si je fais une preview, on va voir qu'il n'y a qu'un seul cours. Il y a le cours de yoga qui s'affiche. Par contre, si en données, j'ajoute un nouveau cours, là on a le Pilates et en titre, c'était nouveau cours. Quand je vais sur ma preview, automatiquement, il s'est ajouté à mon repeating group. Et on a bien une cellule, une deuxième cellule. Tu mets dans la première cellule ce que tu veux afficher, donc là le titre, et dans toutes les cellules, ça se répercute. À chaque fois que tu veux avoir toute la liste de quelque chose, tu peux faire un do a search. Ça permet d'aller rechercher tout ce qui existe en base de données concernant cette donnée. Et ensuite, on peut ajouter des contraintes à ce do a search. Si par exemple, je veux que la date soit supérieure à la date d'aujourd'hui pour avoir que les cours qui vont arriver et ne pas afficher les cours passés, je vais avoir la date avec un supérieur ou égal, donc la date est supérieure ou égale à la date d'aujourd'hui qui est current date and time. Les do a search, on peut faire autant de contraintes que l'on veut. Si on veut avoir une contrainte de date, mais avoir une contrainte de nom, avoir une contrainte sur la durée, etc., c'est possible. Et ensuite, on peut les trier. Par exemple, on veut les trier par date, les afficher du plus récent au moins récent. Eh bien, c'est possible. Ensuite, imaginons que dans ce repeating group, il y a un groupe qui permet de regrouper toutes les informations. Donc, je regroupe les informations d'une cellule dans un groupe. Ici, le groupe, il va avoir un type de contenu court puisque je veux qu'il ait toutes les informations de la cellule. Et en data source, je vais avoir current sales cours. Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, si je descends pour l'image, je n'ai plus current sales cours image. J'ai parents group cours image. À chaque fois qu'on a une information à prendre à partir d'un groupe qui est au-dessus, ce sera parents group. Et ensuite, la dernière façon de récupérer de la donnée dans Bubble, c'est avec l'URL. Donc une URL est composée comme ceci, où j'ai le nom de domaine, là on est en version test, donc voilà, et ensuite derrière je vais avoir la page. Là on est sur la page index, donc il n'y a pas de page affichée, mais si je mets par exemple la page contact, je vais arriver sur la page contact. Et après j'ai un point d'interrogation, et ce point d'interrogation il dit que tout ce qui vient après est un paramètre URL. Donc là en paramètre URL, j'ai par exemple debug mode, qui est un paramètre URL, égal, c'est juste pour dire à quoi il correspond, et là j'ai true, le debug mode qui est vrai. Dans Bubble, je peux récupérer tout ce qui est dans mes paramètres URL. Donc, c'est une autre façon de récupérer la donnée. Et ici, je vais avoir un texte qui m'affiche le paramètre URL. Donc, par exemple, je vais prendre get data from page URL. En paramètre URL, je vais mettre test. Et donc là, à chaque fois qu'il y aura un paramètre URL qui est test, égal quelque chose, il va m'afficher ce qu'il y a après le égal. Donc, je reviens sur ma page d'accueil, où ici, il ne m'affiche pas le paramètre URL parce qu'il n'y en a pas. Mais par contre, je vais l'ajouter. Donc ici, j'ai déjà un premier paramètre URL. Pour en afficher un autre, je mets un « et »
pour dire que je sépare deux paramètres URL, je vais mettre test égale je vois. Et donc là, quand je valide, j'ai je vois ici, puisque mon paramètre URL et test est égal à je vois. Si je mets autre chose, si je mets bonjour, ici je vais avoir bonjour. Ça permet de créer des URL qui vont permettre une action. Imaginons qu'un utilisateur a un lien de parrainage. Ce lien-là, tu vas le créer avec un paramètre URL. Ce sera par exemple le nom de ton application, /connexion inscription pour aller sur la page de connexion inscription, point d'interrogation pour mettre le paramètre URL, parrain pour le paramètre URL est égal, et là tu vas avoir l'unique ID de l'utilisateur qui est le parrain. Comme ça, à chaque fois que la personne va partager son lien d'invitation, la personne qui clique dessus va arriver sur la page de connexion inscription, va s'inscrire, et en s'inscrivant, tu vas pouvoir lui dire que son parrain, c'est l'utilisateur qui a l'unique ID qui est en paramètre URL. Alors c'est assez complexe comme information, surtout que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es au début, tu essayes de comprendre comment fonctionne Bubble, etc. Donc ce truc-là, c'est un truc qui est un peu plus poussé. Je le dis dans cette vidéo pour que tu saches que ça existe et si jamais tu en as besoin, tu sais où aller chercher pour avoir l'information par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans toutes les applications. Alors que le reste, en général, c'est utilisé. Tout ce que je t'ai montré avec les repeating groups, les parents groups, le current user, la page dynamique, etc. Tout ça, c'est des choses que normalement tu devrais utiliser dans ton application. Et voilà, maintenant tu sais comment gérer les données dynamiques dans Bubble. Ça va te permettre de faire appel à la bonne donnée au bon moment, mais aussi à créer tes conditions. Si un texte doit être visible que dans certaines conditions, par exemple quand l'utilisateur est connecté, il affiche un texte différent que si l'utilisateur est déconnecté, eh bien tu sais maintenant créer cette condition. Et aussi sur les workflows, s'il ne se déclenche que si l'utilisateur est connecté ou s'il ne l'est pas. Et tu peux créer toutes les conditions que tu veux une fois que tu as compris comment fonctionnent les données dynamiques. Dans la prochaine vidéo, on voit les repeating groups, comment ça fonctionne et surtout comment faire pour que si un utilisateur demande une catégorie en particulier par exemple, ça filtre automatiquement le repeating group avec que les cours qui sont concernés par cette catégorie. En attendant, si tu as une question sur un sujet particulier ou sur l'ensemble de ton application, n'hésite pas à me contacter et on voit ensemble comment je peux t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.